Bonjour à tous et bienvenue dans Souvenirs d'écolier. Chaque semaine, je reçois une personnalité qui se confie sur son enfance et sa scolarité. Et avec nous, cette semaine, André Manoukian. Bonjour André. Bonjour Malika. Alors, vous êtes auteur, compositeur. Le grand public vous connaît depuis plusieurs dizaines d'années maintenant. Vous avez collaboré avec les plus grands, on peut dire ça. Aznavour, Beko, Liane Folly, Natacha Saint-Pierre. On y reviendra, mais on vous connaît beaucoup depuis votre participation à Nouvelle Star de 2003 à 2016, c'est ça? C'est ça. Et puis ces dernières années, vous faites de l'animation, de la fiction. Je suis surtout musicien. Mais il y a des nouveaux rôles qui sont... Oui, je m'amuse un petit peu. Après la fiction, on me demande de jouer des rôles de producteur qui s'en fout un peu de sa famille et qui est obsédé par la musique. Et je me demande où ils vont chercher des personnages pareils. Ou des mecs qui font des phrases et qui la terminent le lendemain, dans Alexandra L. Enfin bref, voilà, ça m'amuse plutôt. Mais on va dire que le principal de mon activité, c'est musicien. Et ensuite, voilà, je parle de musique dans les médias. Mais j'en joue beaucoup aussi et je suis assez content de faire une centaine de concerts par an. Et les projets justement à venir, les prochains seront toujours musicaux? Oui, exactement. Dans les semaines à venir? Voilà, plein de... Mais enfin, surtout autour d'un dernier album que j'ai fait qui s'appelle Anouche, c'est un peu l'histoire de ma grand-mère. Donc j'emmène les gens sur un tapis volant vers l'Orient avec des musiques. Je joue autour de mon jazz et autour de la musique de mes origines, enfin des origines de mes grands-parents sur l'Arménie et tout ça. Justement, est-ce qu'on peut revenir un peu en arrière? Où est-ce que vous avez grandi? J'ai grandi à Lyon. Je suis né sur la Croix-Rousse, le caillou de la Croix-Rousse. Donc c'est les vrais Lyonnais qui naissent là-bas. On est fiers de ça. Et puis j'ai fait toute ma scolarité à Lyon. Ouais. Quelle enfance? Quel genre d'enfance? Une enfance heureuse, des parents commerçants. Alors c'est important les parents commerçants parce qu'ils rentraient tard. Ils rentraient à 8h du soir. Donc là, petit, on a envie que et qui s'occupait de vous, maman alors vienne nous chercher. Dans un premier temps, c'était ma grand-mère arménienne. Elle est morte, j'avais 6 ans. Après, ça a été une nounou espagnole. Donc, on s'est mis à parler espagnol à la maison. Vous aviez des frères, des sœurs? J'ai une sœur qui a 2 ans de moins que moi, la pauvre. Pourquoi la pauvre? C'était dur d'être votre sœur? C'était un peu mon souffre-douleur, la pauvre. Ah bon? Oui, quand vous étiez comme ça? Ouais. Mais après, voilà. Quand on me l'a présenté déjà à la clinique, ça faisait deux jours que je n'avais pas vu ma mère. Regarde, c'est ta petite sœur. Bam, je lui donnais une grande baffe. Ouais. Au point, ouais. Une baffe? Ouais. Et donc Elle est traumatisée encore. Toute votre cohabitation s'est passée comme ça? Non, ça s'est passé super bien, évidemment. Mais bon, je supportais pas. Elle arrivait à s'amuser toute seule. Moi, j'arrivais pas. Alors, ça m'énervait, j'allais la voir. Et du coup, vous aviez besoin d'elle. Mais bien sûr. Besoin d'échanges. Bien sûr. Du coup, c'était quand même plus ou moins des bonnes relations, parce que 2 ans d'écart en soi, c'est très peu. Bien sûr. Vous avez été à l'école arménienne? Pour apprendre le piano. Et le jeudi après-midi, de mon temps, c'était le jeudi après-midi, pour apprendre l'arménien. Et franchement, ça me saoulait. Pendant que mes potes, ils faisaient du patin à roulette, moi, je me retapais l'école, quoi. C'était la punition. Bah ouais, c'est ça qu'on faisait, du patin à roulette sur les trottoirs. Ça, c'est pas un bon souvenir? Comment ça, c'est pas un bon souvenir? Ça me saoulait. C'est comme ça que j'interprète, ça me saoulait. Hein. Non, mais en même temps, je me formule la question. Je voulais vous dire pourquoi c'est pas un bon souvenir. C'était un peu chelou parce que déjà, c'était la nounou espagnole qui nous amenait et la prof d'arménien la trachait parce qu'on parlait mieux espagnol qu'arménien. Et moi, au bout d'un moment, j'en ai eu plein le cul. Je me suis dit, quand je serai grand, je serai internationaliste. D'accord. Quel genre d'élève vous étiez? Dissipé, bavard? Alors, quand je suis arrivé au CP, au cours préparatoire, je ne savais pas qu'il y avait un classement. Et le premier mois, il y a eu un classement où j'étais 2e. Et c'est mon meilleur copain, Frédéric, qui était premier. Alors, il paraît, c'est ma mère qui me raconte, que je suis rentré furieux en disant la prochaine fois, je serai premier. Et du coup, j'ai été premier de ce 2e mois jusqu'à la fin de l'école primaire. Donc, toute l'école primaire? Toute l'école primaire, j'étais le premier de la classe. Et après? Après, ça s'est gâté. Pourquoi? Au lycée. Parce que tout d'un coup, on n'avait plus de repères. Des fois, les après-midi, on rentrait chez soi. Chez moi, il n'y avait personne. Donc, vous ne faisiez pas les devoirs? Peut-être je bossais moins. Alors, mes parents ont été convoqués parce qu'on avait fait un test en arrivant.
Et j'étais le premier de tout le bahut, mais j'avais pas les résultats qui correspondaient au test. Parce qu'en fait... C'est-à-dire c'est-à-dire, j'aurais dû être là aussi le premier, mais non, je l'étais pas, parce que du coup, j'arrivais pas à me motiver pour des trucs qui m'intéressaient pas. C'est là que ça a commencé un petit peu. Mais vous étiez plutôt sage. Oui, pas plutôt turbulent. sage. La turbulence est venue après. Au fur et à mesure des années. Ouais, à l'adolescence. Mais c'était une turbulence organisée, c'était génial. Est-ce que vous avez gardé contact avec des camarades de classe de l'époque? Ouais, avec Frédéric, mon meilleur... Du CP. Du CP, ouais, mon meilleur copain. C'est toujours votre meilleur copain? Ouais, enfin, C'est on vrai se voit un peu moins, mais on se voit toujours, ouais. Si je vous demande un souvenir d'écolier précis à partager, le premier qui vient en tête quand on pense à l'école? Quand on pense à l'école, c'était ma maîtresse au CP. Elle s'appelait Madame de Saint-Az. Elle était belle, on aurait dit la fiancée de Zorro. Elle avait les cheveux noirs tirés en arrière. Et comme j'étais toujours le premier, j'étais toujours sur ses genoux. Oui, cette époque-là, c'était l'époque où on nous donnait des baffes, où il y avait des punitions corporelles, et où, quand vous bossiez bien, la maîtresse, elle vous faisait des bisous. C'était bien. C'est horrible, hein, on irait en tôle maintenant pour moins que ça. Un moment drôle ou un moment clé? Un moment drôle, c'est quand je rentre en 6e. Du coup, je rentre en 6e, quoi. Donc, on va au lycée. Ça s'appelait le lycée à l'époque. Donc, moi, j'étais à l'école Chavant, 7e arrondissement, Lyon, lycée Ampère-Saxe. Et moi, je demande à ma mère, je dis, puisque maintenant on va au lycée, je veux un costume. Ah bon? C'est moi qui réclame. Du coup, mais ma mère... c'était pas l'usage. Mais non, mais on va en 6e. Donc ma mère, elle me fait le costume. Je dis, mais je veux un costume avec cravate. Donc elle me fait un short gris, je m'en rappelle, le short, mais avec revers, hein, les souliers noirs, le truc, la cravate et tout. Et je me pointe comme ça. Et j'étais le seul, évidemment. Très élégant. Très déçu, très déçu. Et après, je me suis mis comme les autres, quoi. Mais ça vous a pas démarqué, enfin, ça n'a pas été le... Non, j'ai pas eu le temps qu'on se moque de moi. Mais je me suis dit, bon, ok, d'accord, J'avais un certain regret, même, en disant, c'est dommage. C'était mon côté anglais, lord anglais. Oui, on a dit toutes les nationalités sont présentes, toutes les cultures. Absolument. Est-ce qu'il y avait une matière préférée? Ouais, le français. Le français, et surtout un prof génial, Monsieur Coste, je m'en rappelle encore. L'autre jour, j'ai été invité pour les 500 ans de mon lycée, c'était le lycée Ampère, et j'ai pu parler de ce Monsieur Coste avec un vieux prof qu'il avait connu. Et je me rappelle même d'une phrase que j'avais piquée dans une rédaction. Il nous disait, quand vous voyez des belles lignes écrites, n'ayez pas peur, prenez-les. Et j'avais raconté, il nous demandait dans une rédaction de parler d'un beau souvenir de vacances. Alors voilà, je suis petit, j'arrive à la mer et je me précipite et tout d'un coup, l'eau me surprend et là j'écris une langue froide me lèche les pieds. Et là il me dit bravo. Mais j'avais piqué ça à Colette. Mais il faut piquer. Mais lui, il l'avait pas vu. Mais lui, je pense qu'il avait dit bravo parce qu'il savait très bien le texte de Colette, il le connaissait, puisque c'est lui qui nous l'avait chopé. Mais comme elle s'est intégrée bien, il a dit voilà, bravo. Pour le coup, il dit voilà, je leur apprends des trucs, ils s'en servent, c'est fait pour ça. Est-ce qu'à l'inverse, il y avait une matière cauchemar? Pas cauchemar, mais la gym. Je trouvais... Déjà, j'étais avec une bande d'intellos et on trouvait ça ridicule de courir après un ballon, quoi. Donc, du coup, on chopait le prof de gym. Il avait l'accent du midi comme ça et on lui parlait de Bertolt Brecht. Et il n'arrivait pas à dire Brecht, il disait Brecht. Et vous moquiez du professeur, on se moquait de lui, mais avec lui. Donc, mais pendant qu'on lui parlait de tout ça, du coup, on courait pas. Donc les autres, ils couraient comme des bœufs et nous, on était en train de lui prendre la tête avec des trucs, c'était sympa. On l'a dit, l'actualité, enfin votre métier, c'est la musique. Est-ce que avant, vous avez pensé exercer un autre métier? Il y avait un métier rêve plus jeune? Ou ça a toujours été la musique? Quand je suis gamin, non. En fait, j'avais la pression de mon père. Mon père a été obligé de tirer l'aiguille à l'âge de 12 ans. Il était doué pour l'école et il n'a pas pu parce qu'il fallait qu'il s'occupe de sa famille. Donc un jour, il m'a dit, tu es habile de tes doigts, tu seras chirurgien. Vous n'aviez pas choisi. Mais c'est le seul compliment qu'il m'ait fait. Enfin, donc du coup, je prenais ça un peu... Bon, voilà. Mais vous étiez d'accord avec ça?
Bah, j'étais obligé. Il n'y avait pas de place pour ce que je voulais faire moi. Quelque part, je me disais, si je fais tout bib, ouais, je ferais médecin du monde et tout, dans un avion, j'irais sauver les petits Africains et tout ça, d'une certaine Et manière. à quel âge il vous dit ça? Je suis au lycée, je dois être en 5e, un truc comme ça. Et avant ça? Avant ça, Est-ce que vous rêviez d'autre chose? je voulais être bijoutier ou garagiste. Pourquoi? Bah, bijoutier parce que j'avais compris que ça pouvait gagner de l'argent. Et garagiste parce que j'étais raide dingue des bagnoles. Chaque fois qu'on m'offrait une petite voiture, je la cassais. Et je me demandais moi-même pourquoi. Je voulais voir ce qu'il y avait à l'intérieur. Ah, donc, J'étais déçu, il n'y avait rien. Ça aurait été parfait pour voir ce qu'il y avait à l'intérieur. Quoi? Garagiste. Ben oui, exactement. Et la musique, ça arrive quand? La musique, j'en fais depuis que j'ai 6 ans. Ok. Mais je pense pas en faire un métier. Parce que c'est pas dans ce que votre papa vous transmet. Ah oui, c'est pas prévu. Par contre... Lui aussi est musicien, non? Ouais, il est musicien amateur, il joue Jean-Sébastien Bach. C'est important ce que je vais dire parce que il joue Bach en annonant. Et je me dis, c'est prenable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, je peux y arriver. Alors que moi, j'ai dégoûté mes gosses parce que je leur jouais du jazz et que tout d'un coup, ils disent, mais c'est quoi? C'est ce déluge de notes. Alors que lui, c'était scolaire, appliqué et tout. Et du coup, je me disais, voilà, c'est prenable, je peux y arriver. Et du coup, c'est assis. Et j'y suis arrivé. Et quand j'ai joué Bach aussi bien que lui, Parce que à c'était 6-7 ans, présent dans la maison, en fait. il s'est arrêté. Oui, oui, il y avait toujours un piano à la maison et lui jouait, ouais. Mais pas de cours à côté. Si, il me faisait... Ah si, les cours, j'ai commencé à l'âge de 6 ans. Donc j'avais un prof de piano. Mon premier prof, c'était Cyrano Ossian à l'école arménienne, qui nous a fait faire ouf pendant 1 heure. À l'école arménienne, on n'aime pas. Hein? On n'aime pas l'école arménienne. Si, on l'aime, mais... c'est pas un souvenir... Surtout par rapport à ça, mais c'est surtout ce cours qui est bizarre, où le prof, on touche pas le piano pendant 1 heure. C'est mon premier cours, mais je m'en rappelle encore et je le revois souvent. Il est encore là, je suis content. Ces filles sont 2 violonistes et violoncellistes extraordinaires, Astrid Cyrano-Ossian et Chouchan. Il y en a une qui joue avec Barenboim, l'autre, enfin bref. Mais cette méthode-là de souffler, ouf, ouf, il nous a fait faire ça pendant pas 1 heure, le cours a duré une demi-heure. Sur le coup, on n'a pas pigé. Ça a créé quoi? De la frustration, donc une envie, la fois d'après, de poser enfin les doigts sur le piano. Mais surtout, c'était l'essentiel de la musique. Ça veut dire qu'un pianiste, il doit respirer aussi. Donc, premier cours, déterminant pour toute la vie. Mais du coup, à ce moment-là, on a l'impression que c'est pas une énorme rencontre avec la musique, telle que je... Si, parce que la musique, du coup, elle est partout. C'est mon camarade de jeu. Moi, quand je rentre de l'école, je jette mon cartable et je me mets au piano. J'ai de la chance. Dès l'âge de 6 ans, alors? Oui, il n'y a pas la télé, il n'y a pas de PlayStation. Oui, il n'y a pas d'autres distractions. Il n'y a que dalle. Donc voilà. Donc dès 6 ans et après, ça ne s'en va plus jamais. Ça ne s'arrête plus jamais. Surtout quand on doit partir. Quand toute la famille doit se déplacer, on doit quitter l'appart. Là, à un moment, j'ai une envie répressive de me mettre au piano. Et ma mère, elle se met à hurler, mais c'est pas le moment et tout. Et après le bac, puis une première année de médecine. Ouais. Pour être chirurgien comme votre père. C'est ça, mais ça, en réalité, une première année qui va durer 6 mois. Tout de suite. Et arrivé au partiel de février, je dis bon, c'est une escroquerie, je ne vais pas pouvoir continuer à escroquer mon monde autour de moi. Non seulement je ne suis pas fait pour ça, mais ça ne m'intéresse pas, c'est absolument impossible. Et là, grosse introspection, parce que je vais rentrer et je vais dire à mon père que son rêve, c'est son rêve à lui en réalité, qui m'impose. Eh ben, je vais lui casser son rêve, donc j'ai intérêt à trouver quelque chose. Je suis rentré chez moi, je dis à mon père, papa, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. Là, je commence par la mauvaise. Bon, j'abandonne médecine, la bonne, je vais faire un musicien. Oh putain. Ça a duré 1 heure de malédiction. Malédiction à l'antique, hein. Le grec, vous voyez? Oui. Genre, et ça finit avec cette phrase, un monologue mais terrible. T'avais la chance de faire des études. Moi, c'était mon rêve. J'ai pas pu. Toute ta vie, tu le regretteras. C'était des phrases terribles comme ça, assénées les unes après les autres, qui ont terminé par cette apothéose. C'est un métier de saltimbanque. Tu finiras en jouant pour un sandwich. Et là, cette phrase,
ça a été mon « connais-toi toi-même », vous savez, du Parthénon. Cette phrase au frontispice comme d'un temple grec, c'était mon temple à moi, tu finiras en jouant pour un sandwich. Et je me suis construit avec cette phrase. C'est-à-dire, pas avec, mais contre, du coup. Oui. Combien de temps après, comment ça arrive, la nouvelle star La nouvelle star? Longtemps après. Mais ça, c'est une autre vie, ouais. En réalité, du jazz, je vais passer à la composition. Du jazz, je vais rencontrer des chanteuses. Je vais passer du côté féminin de la force. Je découvre le pouvoir de la voix, le pouvoir d'une certaine manière de la muse, même si le mot il est un peu chelou. Mais moi je dis il y a muse et il y a museau. L'inspiration amoureuse, ça existe, je l'ai pratiqué. Et du coup, de groupe de jazz en groupe de jazz, de chanteuse en chanteuse, un jour je tombe sur Liane Folly. Là c'est le succès. Et puis ensuite, quelques années plus tard, il y a une copine réalisatrice qui me fait travailler pour sa maison de disques, qui me fait faire des arrangements. Je bosse avec plein de gens, je bosse avec Aznavour, plutôt que des gens qui m'intéressent moi, parce que on va dire que je suis dans le jazz, on sait que j'ai un son. Et puis il y a un casting pour la nouvelle star, on cherche un jury. Moi j'y vais en me disant ils me prendront jamais. Et parce que je suis un peu atypique, je fais pas de la variété pure et dure. Si j'ai fait des succès, c'est avec Liane, mais c'est un peu à part, c'est un peu élégant, c'est un peu le monde de la variété. J'aime pas ça, je méprise même un peu ça. On est un peu arrogant hein, quand on vient du jazz. Parfois, c'est une musique qui demande à être initiée. Mais comme Thomas Valentin, le patron d'M6, me challenge, mécaniquement, il me dit, mais vous serez capable de... Je dis, bah oui, je suis cabotin, comme tous les artistes, on a un côté comme ça. Après, il me dit, moi, nous, on vous enferme pas dans un château, il n'y a pas d'enfermement, c'est pas de les réalités, on vous demande de faire votre métier. Et moi, mon métier, c'est quoi? Je suis amoureux des voix, j'aime les voix. Et tout d'un coup, on me dit, tu vas en écouter plein. C'est comme si on demande à un gourmand, tu veux bien goûter les pâtisseries d'un grand chef? Et là, on part sur 12, 13 Et là, on part sur 12 saisons, ouais, pour moi. Jamais de lassitude? Non. Et vous savez pourquoi? Parce qu'on nous changeait les candidats. C'était pas les mêmes qu'on voyait. Et moi, je pense que pourquoi je l'ai fait autant? Parce qu'encore une fois, je suis amoureux de la voix. Pour moi, c'est le plus bel instrument qui soit. Dans une voix, il y a tout l'être, et ça reste toujours un mystère. Et je reste. Et c'est ça qui m'inspire. Est-ce qu'il y a des candidats avec lesquels vous avez gardé contact? Beaucoup. Julien Doré, Camélia Jordana, récemment, avec qui, chaque fois que je fais un projet, je l'invite. Récemment, je l'ai invitée sur un projet autour de Gainsbourg. Elle est venue chanter avec Mélodie Gardot, avec Isabelle Adjani, avec tout ça. Ouais, je les vois. J'étais content quand c'était les 20 ans, on les a revus. Christophe Willem, je le croise souvent. On a présenté l'Eurovision ensemble. Enfin, voilà, quoi. Amel Benz. Voilà, c'est devenu... On a la sensation d'avoir un peu, en quelque sorte, bouleversé leur vie. Bouleverser leur vie. Professeur, alors, on a deux sensations. Un, on est fiers. On se dit, putain, on s'est pas planté. Ils sont beaux, nos enfants, quoi, parce que finalement... Et puis deux, oui, après, bouleversé. Nous, on faisait partie d'un process qu'il y a. Mais du coup, le grand questionnement, c'est le destin, quoi. C'est surtout l'histoire de Julien Doré qui passe à un cheveu. S'il y avait justement une seule prestation à retenir, ça serait laquelle? De la nouvelle star? Ouais. Pour moi, c'est Camélia Jordana qui chante What a Wonderful World. Elle a 16 ans. Oh, un feeling de dingue. Elle a des grosses lunettes. Elle arrive, on croit qu'elle va faire la conque, qu'elle va faire limite une casserole, et puis elle se met à chanter. Et là, on reste comme des idiots, tous les quatre. Maintenant, on va passer à la dernière partie de l'émission, celle qui est vraiment consacrée à l'école. Bon, l'école, ça fait un petit moment maintenant pour vous, mais vous avez 3 enfants, même un petit-fils? Ouais, 2 petits-fils. 2 en plus. Grand-père, 2 fois. Justement, alors quel regard vous portez sur l'école française? L'école française, je crois qu'elle est un peu en... Très souvent, on me dit, mais alors, vous avez une culture de dingue, d'où? Moi, je réponds, j'ai la culture du bac de mon époque. J'ai passé le bac en 75 et c'est la seule culture que j'ai. Après, je vous l'ai dit, j'ai pas fait d'études. Oui, mais d'un petit garçon qui était premier de la classe... Si vous voulez, mais sauf que je pense que le niveau des connaissances était différent d'aujourd'hui. Après, j'ai pas de jugement.
Moi, je vois que mes gosses, surtout les deux petits, la grande, elle a suivi un peu mon parcours, puisqu'elle a fait des études littéraires, et puis Cannes Hippocane, et qu'aujourd'hui, elle est scénariste et cinéaste. Mais les deux petits, eux, c'est deux geeks, et ils sont nés avec un ordi. Donc, c'est une autre culture. Donc, moi, je dis, aujourd'hui, l'école... et je crois qu'on n'est pas terriblement placé dans le classement européen, alors qu'on était quand même un peu les premiers, qu'on a un système formidable d'écoles gratuites. Vous vous rendez compte, moi j'ai des potes qui élèvent leurs gosses aux États-Unis pour aller dans des écoles correctes. Primaires, ils payent des 50 000, des 60 000 balles par an et par gosse. C'est de la folie. Et ensuite, quand vous allez en fac, vous payez 90 000 balles par an. C'est fou, quoi. On a de la chance d'avoir un système qui est formidable. Et je ne comprends pas pourquoi aujourd'hui, il est grippé, malgré qu'il y a des profs qui font un boulot admirable. Alors, je pense que le problème, ce n'est pas tant l'école que tout l'environnement qu'il y a autour. Et je pense qu'il y a peut-être un problème de formation des profs. C'est ce qu'il faudrait améliorer, la formation des professeurs. J'ai l'impression, il faudrait que le système soit plus poreux entre l'intérieur et l'extérieur. Quoi qu'on voit des expériences incroyables, j'ai un jeune prof qui bosse en Seine-Saint-Denis, donc on va dire un quartier super difficile, et qui tous les jours quand il va au boulot, il me dit mais je me régale, les gosses ils ont qu'une envie, ils sont là, donc quand je vois ça, je me dis ok c'est cool, enfin voilà, ça fait du bien de voir que on est loin de la caricature, de la punition, d'envoyer des étudiants qui viennent de finir leurs études dans des quartiers difficiles avec des élèves qui les bizutent ou de la violence et tout ça. Ça, c'est ce qu'on entend. Maintenant, à l'intérieur, il se passe autre chose. Mais moi, je dirais que malgré tout, et surtout au vu de mes études américaines, dans chaque lycée américain, ça marche comme ça. Les cours théoriques, c'est le matin. L'après-midi, c'est sport ou musique. Alors, moi, je suis musicien, vous allez me dire, mais dans chaque bahut américain... Vous avez mis plus de sport. Comment ? Si on vous aviez mis à l'époque plus de sport, ça n'aurait pas été... Bonne question. Mais moi, j'aurais été quoi ? Dans chaque lycée américain, vous avez l'orchestre du bahut. Vous avez des gens qui font du classique. Vous avez un big band. Vous avez des gars qui font du rock. Vous avez des locaux. Vous avez tout le monde qui bosse. Voilà, vous avez de l'espace, vous avez les campus américains, les écoles américaines, on sait comment ils sont. Nous, on vit dans des trucs un peu dans du... Enfin, voilà. Donc l'école de demain, c'est avec plus de musique. L'école de demain, c'est peut-être en aménagement, la théorie le matin, dans les petites classes, et puis l'après-midi, sport, musique, s'ouvrir sur l'art. Vraiment, je pense que c'est nécessaire aujourd'hui, parce que après, quand les gosses y rentrent, ouvrez-leur leur regard aussi, comme ça ils seront peut-être moins crédules avec les réseaux sociaux aussi. Les réseaux sociaux. Pour moi, les réseaux sociaux, il y a du... On dit les réseaux sociaux. Ouais, enfin, il y a du bon et il y a du moins bon. J'ai tendance à être optimiste. J'ai tendance à être comme Michel Serres dans son bouquin Petite Poussette, où il dit que tout le savoir du monde est concentré dans un téléphone et que peut-être on va plus avoir besoin d'apprendre par cœur des choses maintenant. Du coup, le cerveau va être disponible pour l'imagination créatrice. Ça, c'est la version optimiste. Oui, oui. Hein? Et l'autre version ? Et l'autre version, c'est on se fait bouffer le cerveau toute la journée en scrollant des trucs et on devient addict. Mais on va rester sur la version. Il y a quelque chose de bon qui sort de ça, j'en suis sûr et certain. On va rester là-dessus pour terminer l'émission. Mais ouais. Merci beaucoup d'avoir partagé avec nous tous ces souvenirs. Merci avec vous, docteur. Et je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Souvenirs d'écoliers sur School TV.